sommes à quelques mois de la deuxième édition en présentiel du Salon Permae, qui va se dérouler du 18 au 21 mars 2022 dans le Parc Floral de Paris. Et pour nous préparer à cet événement, je suis très heureux d'ouvrir ce nouveau cycle de rencontres virtuelles qui comportera 4 rendez-vous mensuels. Ces rencontres vont nous donner l'occasion de nous retrouver pour partager sur les thèmes en relation avec la permaculture, le jardinage biologique et l'écologie. Ce soir, nous allons avoir le plaisir d'écouter Charles Hervé Gruyé, parrain de la prochaine édition du Salon Permae, mais surtout co-concepteur avec sa femme Perrine de la ferme biologique du Bec et Loing, créée en 2004 dans l'Eure et qui est devenue une référence en matière d'agriculture naturelle. Charles, qui a un parcours très riche et varié, est co-responsable des programmes de recherche menés à la ferme en partenariat avec notamment l'INRA et AgroParisTech. Il est aussi professeur certifié de permaculture appliquée. La liste des ouvrages qu'il a publiés ne cesse de s'allonger. Je ne peux tous les citer, mais parmi les derniers, Permaculture et Vivre avec la terre, un volume, 3 volumes que vous devez avoir dans votre bibliothèque, publiés chez Actes Sud. Vous pouvez aussi retrouver les propos de Charles tous les 15 jours dans le magazine Rustica, où depuis le début de l'année, il partage avec nous son savoir et ses expériences sur des points précis de jardinage et maraîchage biologique avec des méthodes permacoles. D'ailleurs, dans le numéro actuellement en kiosque, Charles nous parle des cultures associées au potager. Un dernier point avant de laisser la parole à Charles. Je vous rappelle qu'à l'issue de sa présentation, nous aurons environ un quart d'heure pour les réponses aux questions que vous pouvez poser sur le chat dès à présent et pendant toute la conférence. Mais sans plus tarder, Charles, c'est à vous. Nous vous écoutons. Mille merci Alain. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette petite causerie du soir. Je vous propose de nous intéresser à la permaculture et à l'écoculture. Alors beaucoup de gens connaissent la permaculture, l'écoculture beaucoup moins. Et comme c'est quelque chose qui me passionne, j'ai choisi de vous en parler. La permaculture, je ne sais pas s'il faut encore la définir, c'est une tentative d'imaginer une culture durable, une culture permanente, d'où permaculture. Donc, elle est maintenant bien connue depuis quelques années. Je dirais que c'est une tentative de vivre, enfin de faire vivre l'humanité durablement sur cette planète, sur la seule planète vivante qu'on connaisse. On n'a pas de planète B. Et cette planète, et surtout notre humanité, est confrontée à des défis majeurs qui ne cessent de grandir. Bon, la COP 26 se déroule en ce moment, et c'est vrai qu'on a tous en tête tous ces grands défis qui agitent l'humanité et qui font planer des nuages assez noirs et sur notre horizon commun. Je dirais qu'en tant que paysan, j'ai une inquiétude particulière sur la capacité de l'humanité à se nourrir demain. Bon, déjà aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'humanité se nourrisse si bien, parce qu'il y a quand même plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la famine, et près de 2 milliards qui sont quand même mal nourris. Donc, je dirais que déjà aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. Mais qu'est-ce que ça sera demain? Je crois que la plupart d'entre nous mesurons mal les défis qui pèsent sur l'agriculture. Mon objectif ce soir, c'est pas de vous faire déprimer, rassurez-vous, c'est plutôt de vous parler de solutions et de solutions efficaces. Mais avant d'en venir aux solutions, j'aurais quand même témoigné un petit peu de ce qu'on vit dans notre ferme en Normandie, au Bec et Loing. On est dans un fond de vallée, en climat océanique, un fond de vallée plutôt froid et humide, donc je dirais que le réchauffement climatique, les changements climatiques, a priori, on est dans une région de France, une des régions de France les plus protégées pour les 100 ans à venir, d'après les cartes de prospective, que vous pouvez d'ailleurs consulter sur le site du ministère de la Transition. C'est fort intéressant. Mais bien qu'on soit dans une région a priori plutôt privilégiée du point de vue du changement climatique, on mesure vraiment depuis quelques années l'impact des changements. Et ça pénalise beaucoup notre production agricole. Je peux vous dire que chaque année est différente
et que on enchaîne, par exemple, des hivers très doux qui font démarrer précocement la végétation, notamment les arbres fruitiers. Des gels tardifs, cette année, on a eu à peu près un mois de gel en avril et jusqu'à début mai, avec des gels à -8, donc ça a détruit notre production de fruits, de petits fruits. On a des canicules, en 2019, c'est monté jusqu'à 42,7 degrés en Normandie, c'était vraiment du jamais vu, des périodes de sécheresse, etc. Et en fait, ce que j'ai réalisé, que j'avais pas tellement compris avant, je vous l'avoue, c'est que c'est pas +1, +2 degrés de manière lisse et régulière, parce que ça, je dirais qu'en tant qu'agriculteur, ça ne poserait pas trop de problèmes. Mais ce sont ces extrêmes, quoi. Quand vous perdez les fruits, les petits fruits à cause des gels tardifs en avril, et qu'ensuite vous perdez une partie des légumes en juillet et en juin à cause des canicules, par exemple, ou de la sécheresse, eh ben on est quand même vachement affecté. Et je vous avoue que j'ai eu une prise de conscience qui m'a relativement terrorisé. C'était de me dire, mais si ça frappe déjà si fort en 2019, en 2020, en 2021, en Normandie, mais qu'est-ce que ça va être en 2050? Qu'est-ce que ça va être en 2100? Et qu'est-ce que ça va être au Sahel ou sur le pourtour méditerranéen ou en Inde, dans des régions plus exposées que nous, a priori en Normandie? Et du coup, ça m'a donné beaucoup d'anxiété pour nos enfants, pour les générations à venir. Mais cette anxiété, je dirais qu'elle s'est accompagnée d'une envie forcenée de chercher des solutions et d'agir. Mais dans le secteur agricole, agir, bah, c'est long. Parce que créer un système résilient, eh ben, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est pas comme inventer un nouveau smartphone où je pense qu'on fait plancher une équipe d'ingénieurs pendant un an ou deux et puis vous le pondent. En matière d'agriculture, ça veut dire recréer des sols vivants, augmenter leur teneur en matière organique, redessiner les paysages, planter des arbres qui vont mettre longtemps à se développer. Donc je voudrais vous inviter à vous emparer de ces questions dès aujourd'hui et à ne pas tarder, n'attendez pas 2030, 2040 pour vous mettre en route et essayer d'imaginer des systèmes productifs et résilients. Voilà. Donc c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Euh, donc, la permaculture, c'est vraiment une approche qui donne énormément d'espoir pour inventer un monde meilleur. C'est une approche qui prend radicalement un chemin opposé à celui de notre monde moderne qui court en avant dans une sorte de quête de progrès frénétique sans trop savoir où il va. Et on voit à quel point notre société occidentale a du mal à se réformer, à prendre les mesures qui s'imposent. Et la permaculture, elle redonne à chacun d'entre nous du pouvoir sur sa vie. On n'est pas obligé d'attendre que ça change dans les grandes sphères là-haut, parce que si on attend, ça sera probablement trop long et trop tard. Et ce pouvoir, eh ben, c'est d'agir à notre niveau, où qu'on soit, et qui qu'on soit, euh, pour changer les choses, à commencer par nous-mêmes, changer notre mode de vie. Et la permaculture, elle nous propose des pistes d'action globales pour repenser toute notre existence. La permaculture, dans cet effort pour imaginer un monde durable, ben, elle s'intéresse à peu près à tout ce qui fait la vie des humains, n'est-ce pas? La manière dont on se nourrit, évidemment, mais aussi la manière dont on se loge, dont on se vêtit, dont on se chauffe, l'énergie, les transports, le travail. Et puis la permaculture s'intéresse également à des aspects un peu plus immatériels peut-être, comme l'économie, comme la gouvernance, etc. Donc c'est une vision holistique, globale, de notre vie, de nos communautés et de toute l'humanité, de nos entreprises, de nos collectivités territoriales. Et je pense que c'est pour ça que la permaculture connaît un tel succès mondial actuellement. C'est par la force et la simplicité de cette vision holistique et par le fait que chacun d'entre nous peut s'en emparer et agir à son niveau. Et ça, c'est quand même vachement réjouissant. C'est vachement réjouissant parce que il faut être bien conscient que, ok, il y a un vieux monde qui est en train de mourir et il se lézarde et il va s'effondrer. Et notamment, par exemple, notre agriculture industrielle, je donne pas cher de sa peau.
à l'horizon 2050, par exemple. Ok, il y a un vieux monde qui meurt, mais il y a aussi un vieux monde, il y a aussi, pardon, un nouveau monde qui est en train de naître sous nos yeux. Et ça, c'est extrêmement enthousiasmant. Et vous savez, dans la nature, on observe toujours ces cycles de mort et de renaissance. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément avoir peur de l'effondrement de notre civilisation. Moi j'y crois au collapse, hein. On consomme, nous, Français, à peu près 3 planètes et on n'en a qu'une. Donc, à un moment, on va se prendre un mur, ça c'est sûr, quoi. C'est juste du gros bon sens. Mais est-ce qu'il faut avoir peur de la disparition d'un modèle de civilisation qui est quand même globalement assez destructeur du vivant, qui répartit mal les ressources, donc qui crée beaucoup d'injustices entre le nord, le sud, les femmes et les hommes, etc. Non, on doit pouvoir faire mieux si on s'y met tous. On doit pouvoir inventer un monde meilleur. Et ce qui est très réjouissant, c'est qu'on peut observer que partout dans le monde, dans toutes les cultures, dans tous les pays, et je mettrai ma main coupée dans tous les villages de cette belle planète, il y a des gens qui se sont attaqués à cette question et qui inventent le monde de demain, partout à leur niveau, vous voyez. Donc il y a une floraison d'initiatives qui est totalement réjouissante. Et je dirais, on assiste à une montée en puissance de l'éco-anxiété, et j'en souffre parfois. Il y a une étude récente qui disait que, je crois, à peu près 75% des jeunes de la planète étaient franchement extrêmement anxieux sur leur avenir. Donc, une montée de l'éco-anxiété, mais en même temps, il n'y a pas de fatalité. On peut inverser le cours des choses et on peut contribuer à la naissance de ce nouveau monde. Et ça, ben, mes amis, c'est juste fantastique parce que on sait pourquoi on se lève le matin et ça donne la pêche. On se lève pour contribuer à la naissance d'un nouveau monde. Imaginez un monde qui soit beau, qui soit juste, qui soit une planète renaturée, une équité entre les êtres humains, quelle que soit la couleur de leur peau, leur sexe, leur tendance sexuelle ou leur religion, etc. Et bien ça, c'est enthousiasmant. Et alors maintenant, je voudrais centrer plus mon propos sur l'agriculture, parce que je vous parle en tant que paysan, mais je voulais déjà vous inviter à pas déprimer totalement devant les nouvelles anxiogènes qui nous proviennent dès qu'on allume sa radio ou sa télé. Nous, on n'a pas de télé, donc déjà, ça supprime une partie des messages plombants. Mais, et je voulais en venir à l'écoculture. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écoculture? Déjà, je voulais vous parler d'une confusion, c'est-à-dire que souvent, les gens pensent que la permaculture, c'est une super méthode de jardinage naturel. Il y a des bouquins qui vous l'affirment. Heureusement, il y a beaucoup de bons bouquins sur la permaculture qui vous disent non, 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 la permaculture, c'est quelque chose de global. Ça va bien au-delà du jardinage. Mais curieusement, et là je fais référence un petit peu au parcours que Perrine et moi on a pu vivre depuis 16 ou 17 ans dans cette ferme, au Bec et Loin, curieusement, la permaculture avait très peu rencontré le monde de l'agriculture jusqu'à ces dernières années, et notamment évidemment le monde de l'agriculture bio, puisque à partir du moment où on s'inspire de la nature, c'est pas pour aller déverser des produits chimiques, donc on aurait pu penser que depuis les années 70 où la permaculture a été formulée, il y avait eu énormément de convergence entre la permaculture et le monde de l'agriculture bio à travers le monde. Curieusement, cette connexion ne s'est pas tellement opérée. Et je vous parle de ça, on a eu l'occasion d'échanger sur ce thème avec des groupes de chercheurs, de doctorants venant des pays anglo-saxons, là où est née la permaculture, venant d'Australie et des États-Unis, qui sont venus nous visiter, qui disaient, mais dans le monde anglo-saxon, la connexion s'est peu opérée. Et jusqu'à ce que nous, on découvre la permaculture en 2008 et on commence à l'appliquer au bec et loin et surtout à l'étudier et à la décrire dans une dizaine de programmes de recherche déjà, avec notamment, comme Alain, vous citiez, l'INRAE, AgroParisTech, l'Université de Louvain, etc. Il y avait une sorte de cloison relativement étanche entre les agriculteurs et les permaculteurs. Je me suis beaucoup demandé pourquoi. Et d'après des gens comme
Elliott Coleman, par exemple, qui est un de nos grands inspirateurs, un des meilleurs maraîchers du monde aux États-Unis. Elliott me disait, mais nous, on dit parfois aux États-Unis que Bill Mollison, le créateur de la permaculture, était un excellent permaculteur, mais un mauvais agriculteur. Et c'est vrai qu'on peut parfois constater que les gens qui se sont emparés de la permaculture, c'est plus des citadins ou des néo-ruraux, mais des gens qui étaient animés d'une quête de solutions, mais qui n'étaient pas forcément nés dans une ferme et qui n'étaient pas forcément des agriculteurs. Et du coup, le niveau de productivité des jardins permaculturels euh, était parfois, alors là je ne veux pas du tout porter de jugement ni être désagréable envers quiconque, c'est pas du tout mon intention, mais aux yeux des agriculteurs ou des jardiniers expérimentés, des lecteurs de Rustica par exemple, bah, ils se disaient, bon, alors, c'est sauvage, oui, il y a beaucoup d'adventices, mais on cherche un peu les légumes. Et du coup, ça a pu décrédibiliser la permaculture aux yeux des agriculteurs. Et pourtant, les concepts de la permaculture peuvent être appliqués à l'agriculture d'une manière extraordinairement enthousiasmante. C'est ce qu'on a cherché à faire au prix de mille et un essais, tâtonnements, erreurs. Et, et grâce aux excellents résultats qu'ont donné notamment le premier programme mené à la ferme sur la productivité d'un maraîchage bio, eh ben, on a vu qu'en très peu d'années, et c'est très vrai en France, et c'est beaucoup plus décalé du coup dans le monde anglo-saxon, donc la France du coup a pris un peu une position pionnière en la matière, eh ben, on a pu constater que depuis quelques années, 80% des projets de création de fermes maraîchères bio, par exemple en France, se revendiquent d'un modèle de micro-ferme permaculturelle. Ce qui est plutôt réjouissant en si peu d'années, grâce, je pense, à la crédibilité donnée par ces programmes de recherche et par le logo de ces institutions qui n'ont pas toujours par le passé brillé par leur engagement en faveur de la bio, mais voilà, le monde change. Mais alors du coup, avec Perrine, on reçoit des milliers de gens ici en formation. Pardon. On a pu observer que ça posait un problème. Ça posait un problème parce que beaucoup de gens se disaient ouais, génial, on va devenir agriculteur, on va devenir maraîcher bio, et on va faire comme au bec et loin, on va se former en permaculture, on va suivre un cours de conception en permaculture, et puis ça va rouler, on va avoir une super productivité, on va faire de la permaculture. Mais mes pauvres amis, ça ne marche pas comme ça, c'est pas si simple, parce que l'agriculture, c'est un vrai métier. C'est pas un truc qu'on apprend en claquant des doigts comme ça. C'est un vrai métier. Il faut des années et des années et des années d'apprentissage et de formation. Et je vous avoue que on a vu beaucoup de gens partir la fleur au fusil et créer leur ferme avec extrêmement peu d'expérience. Je vous fais une confidence, c'est ce qu'on a fait avec Perrine. On a pris le statut d'agriculteur, on n'avait jamais même visité une ferme bio. On avait zéro bagage agricole, vous voyez. Mais je peux vous dire qu'on a payé très très cher cette erreur. On a mangé la poussière pendant des années et des années et des années, quoi. Et c'est un peu pour protéger, je dirais, pour essayer de faciliter ce parcours qui est tellement difficile de devenir agriculteur, qu'on a organisé ces formations et surtout qu'on a écrit Vivre avec la terre, ce gros pavé de 1048 pages, parce qu'on espérait faire en sorte que les gens galèrent un petit peu moins que nous, quoi. Donc, j'en viens à l'écoculture. On a réalisé que la permaculture nous donnait, je dirais, une vision globale extrêmement inspirante et un système de conception vraiment efficace. Ces fameux outils de conception permaculturelle qu'on apprend dans les cours de conception en permaculture. Mais la permaculture, et je suis désolé de vous décevoir éventuellement, la permaculture, c'est pas de l'agriculture. C'est une vision globale qui intègre les énergies renouvelables, l'éco-construction, etc. Mais c'est pas de l'agriculture. Et elle peut inspirer l'agriculture, mais nous, vous voyez, par exemple, pour arriver à équilibrer notre ferme, on a, on s'est nourri de la vision globale de la permaculture, mais après, on a été chercher plein de techniques dans l'agriculture. Et c'est là où on a pu piocher avec beaucoup de bonheur
dans des pratiques anciennes, dans des pratiques venant des pays du Sud, dont l'Occident s'était rarement inspiré, parce que par exemple la culture sur des buttes de terre permanente et le système de forêt-jardin nous viennent des temps anciens et nous viennent des pays du Sud, des régions tropicales du globe. Et c'est vrai que ces deux systèmes qui sont nos deux piliers à la ferme du Bec ont été popularisés par la permaculture. Mais ensuite, pour atteindre vraiment les hauts niveaux de productivité qui ont été décrits par ces études, eh ben, on s'est beaucoup inspiré, par exemple, du maraîchage, de la micro-agriculture bio-intensive, Elliot Coleman, John Jevons. On s'est inspiré de pratiques venant du Japon, de Corée, d'Amazonie. On s'est beaucoup inspiré des anciens maraîchers parisiens du 19e siècle, mais également, on se nourrit énormément de tous les progrès des sciences du vivant contemporaines. Parce que les sciences du vivant progressent à une vitesse faramineuse. Nos connaissances en biologie doublent tous les 5 ans. Et ça, pour qui veut prendre la nature comme source d'inspiration, c'est une opportunité sans précédent. Et donc, on cherche notre démarche, l'ADN de notre démarche, c'est essayer de prendre le meilleur du passé et de prendre le meilleur de notre époque pour chercher des solutions pour demain, et en particulier pour nourrir nos enfants et les vôtres et les générations à venir. Et cette démarche, je dirais, de synthèse, elle est rendue possible pour la première fois dans l'histoire de l'humanité grâce à cet outil génial qu'est Internet. Alors, vous allez me dire, Internet consomme trop d'énergie, et c'est vrai. Il faut trouver des solutions pour ça, et je les ai pas. C'est pas mon domaine. Mais c'est la première fois qu'on peut être ancré dans une ferme, ou dans un jardin, ou dans son appart, et avoir accès à quasiment toutes les connaissances de l'humanité. Et ça n'existait pas avant, vous voyez. Donc, on est aujourd'hui en capacité de créer une synthèse inédite entre le meilleur de ce qu'ont porté des différentes civilisations et le meilleur des recherches scientifiques contemporaines et de tous les essais que mènent des milliers, si ce n'est des millions de jardiniers, de paysannes, de paysans tout autour du monde. On a accès à une nourriture incroyable. Alors, profitons-en et cherchons ensemble, si vous voulez bien, cherchons ensemble, parce que on est plus fort ensemble. Alors vous allez me dire, bon, ok, le Charles, là, il nous parle d'écoculture depuis le début, mais il n'a toujours pas dit ce que c'était. Alors, c'est une question de sémantique. J'y viens maintenant, c'est promis. On a réalisé que ça serait peut-être bien de clarifier cette confusion entre permaculture et agriculture. Voilà. Alors les gens vont dire, je fais de l'agriculture permaculturelle. Ok, c'est un peu long et ça sonne pas très bien à l'oreille, quoi. Et c'est peut-être un peu limitatif parce que comme je vous l'expliquais, en ce qui nous concerne nous, et puis d'autres feront différemment, mais on a pioché à plein de sources et pas que à la permaculture, quoi. Donc c'est un peu réducteur de dire juste agriculture permaculturelle. Alors, on a trouvé dans les travaux de Wes Jackson, qui est un vieil agronome américain qui mène des travaux passionnants depuis des décennies sur une agriculture bio-inspirée ou biomimétique, on a trouvé ce vocable d'écoculture. Et moi, je vous avoue que ça m'apparaît tout de suite parce que écoculture, c'est simple, ça se dit pareil en anglais, en français, ça sonne bien, et quelque part, ça dit ce que ça veut dire. Donc, je vous suggère d'utiliser le vocable écoculture pour décrire une agriculture qui prend la nature pour modèle. Alors vous allez me dire, bah oui, bah alors on a déjà l'agriculture bio, on a déjà l'agroécologie, on a déjà la biodynamie. Mais oui, mais c'est pas pareil. Vous voyez, il faut pas avoir peur, je pense, de créer des nouveaux mots parce qu'on a une époque où le monde change extraordinairement vite. Et le dictionnaire de la langue française, par exemple, ne s'est jamais autant enrichi de nouveaux mots. Donc, je pense que c'est tout à fait pertinent dans le secteur de l'agriculture, comme dans les autres secteurs de la société, ben de forger des nouveaux mots pour décrire des nouvelles pratiques. Et écoculture, je dirais que c'est vraiment une agriculture qui prend la nature pour modèle, plus que ne le faisait l'agroécologie, et plus encore que l'agriculture bio, parce que l'agriculture bio,
c'est aussi parfois des grandes monocultures, vous voyez, et là on ne peut pas dire que ce soit vraiment une approche bio-inspirée, hein. Vous voyez parfois des monocultures qui font des hectares et des hectares avec plein de grosses machines. Moi, je vous avoue que sans porter à nouveau de jugement sur les agriculteurs qui font ça, s'ils le font, c'est parce que ça leur parle, mais moi, perso, ça ne me parle pas, quoi. Moi, je voudrais quelque chose d'aussi naturel que possible et je suis dans une quête d'harmonie, de beauté, de sens, plus que de produire remplir des camions entiers de légumes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, prendre la nature pour modèle et aller le plus loin possible dans cette source d'inspiration. Voilà une proposition de définition de l'écoculture. Et du coup, le lien entre permaculture et écoculture, il est tout simple. C'est-à-dire que dans l'écoculture, on peut utiliser tous les concepts de design de la permaculture. Donc, l'écoculture intègre le design permaculturel, les grands principes tellement efficaces et chouettes de la permaculture, mais on est franchement dans le secteur agricole. Et moi, j'aime à me penser, je suis agriculteur bio, je suis écoculteur. Alors j'espère avoir été à peu près clair dans cette intro. Je voudrais maintenant essayer de définir un petit peu plus ce que peut être l'écoculture, qui est à mon avis une science en devenir, et ensuite venir plus concrètement au jardin, aux fermes, peut-être à votre jardin, à vous, pour quelques pistes beaucoup plus ancrées dans les pratiques. Donc, j'ai déjà dit le point essentiel qui définit l'écoculture, c'est elle prend la nature pour modèle. Mais ok, la nature, c'est vaste, c'est grand la nature. Si on veut être un peu plus précis, on pourrait dire qu'elle prend les écosystèmes spontanés comme modèle. Alors, c'est quoi les écosystèmes spontanés? Eh ben, c'est ce qu'il y a chez vous, si vous partez en quelque sorte, si l'humanité met la clé sous la porte et libère ce territoire, qu'est-ce qui va devenir? Quelles formes naturelles vont s'en emparer? Chez nous, en Occident, dans la plupart de l'Europe, vous le savez tous, hein, c'est la forêt qui va revenir, c'est la forêt. Mais dans d'autres régions du monde, ça peut être un autre type d'écosystème. Peut-être des grandes plaines ou des steppes ou des milieux humides, etc. Donc, pour aller un peu plus précisément dans ma définition, je dirais prenez l'écosystème spontané de chez vous comme modèle. Et comme ça, vous allez aller dans le sens du vivant. Pour reprendre la jolie formule du paysagiste Gilles Clément, faire le plus possible avec la vie et le moins possible contre. Voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas perdre votre énergie à lutter contre le mouvement de la vie, le mouvement de la nature, vous allez au contraire l'accompagner. Et par exemple, chez nous, dans notre ferme, et ça c'est très permaculturel comme vision, moi j'imagine notre ferme à terme comme couverte d'une sorte de canopée d'arbres fruitiers, parce que je vois bien la tendance de ce milieu dans notre vallée à aller vers la forêt, hein. Et donc, accompagner ce retour à la forêt, mais en plantant des arbres fruitiers, majoritairement, pas que, mais majoritairement, parce que on est des paysans, on est des producteurs de nourriture, donc ça paraît relativement cohérent de planter des arbres fruitiers. Mais vous voyez, j'en reviens à Wes Jackson, cet agronome américain. Lui, c'était un enfant, je crois, d'agriculteur, des grandes plaines de l'Ouest américain. Alors là-bas, l'écosystème spontané, c'est la prairie. Et le petit Wes Jackson, je crois que c'est un monsieur qui a plus de 70 ans maintenant, mais dans son adolescence, il voyait que les prairies naturelles, là où il y avait encore des bouts de prairies naturelles, quelle que soit la météo de l'année, la prairie était toujours somptueuse, c'était toujours vert, c'était toujours luxuriant. Mais les agriculteurs, ils râlaient toujours, ils se plaignaient toujours. Il avait fait trop froid, ou trop chaud, ou trop pluvieux, ou trop sec. Ils n'étaient jamais contents, leur culture souffrait tout le temps. Et je dirais que c'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, je note qu'on a une certaine tendance à râler et à se plaindre de la météo. Donc ça doit être un travers international. Mais
le petit Wes, il s'est dit, mais comment ça se fait que les fermes, les systèmes cultivés soient toujours en souffrance, alors que la prairie, ça va bien pour elle, merci. Sans engrais, sans machine, sans arrosage, elle s'en sort toujours. Et en poussant un peu sa réflexion, eh ben, il a observé qu'il y avait un grand nombre de végétaux dans la prairie et que du coup, il y avait toujours des végétaux qui pouvaient s'exprimer quelle que soit la météo. Une année sèche, bah, il y a des plantes adaptées à la sécheresse vont peut-être dominer. Mais si l'année suivante est très humide, eh ben, c'est les végétaux plus adaptés à l'humidité qui vont prospérer. Mais ils seront toujours là tous. Et donc, Wes a entrepris depuis plusieurs décennies un travail extraordinaire de recherche pour essayer d'imiter la prairie et de produire des céréales vivaces, des céréales permanentes, qui seraient intégrées dans un mélange prairial. Alors, ils ont étudié avec son équipe toutes les fonctions remplies par les végétaux de la prairie sauvage. Donc, ils ont vu qu'il y avait des végétaux fixateurs d'azote, il y en avait qui pouvaient devenir, certaines graminées sélectionnées pouvaient devenir ces céréales vivaces, leur redonner ce caractère vivace qu'ils ont perdu depuis le néolithique en compagnie des paysans humains. Et puis d'autres plantes remplissaient d'autres fonctions, de couvre-sol ou fournir de la biomasse, etc. Et ils ont vu qu'en simplifiant le nombre de végétaux, ils pouvaient garder toutes ces grandes fonctions et ils espèrent arriver ainsi à un mélange de végétaux où on pourra moissonner chaque année des céréales, mais sans labour, sans travail du sol, sans engrais, etc. Et je trouve que c'est une forme d'agriculture bio-inspirée, donc d'écoculture, selon le vocable utilisé par Wes Jackson lui-même, extrêmement inspirant, notamment pour nous autres permaculteurs, parce que dans le monde de la permaculture, on a tendance à prendre la forêt pour modèle. Donc c'est intéressant de voir un exemple aussi pertinent, mais qui vient des grandes plaines de l'Ouest. Donc voilà, imiter l'écosystème spontané. Ensuite, l'écoculture, je dirais que c'est une agriculture de la connaissance. Parce qu'à partir du moment où on veut prendre la nature pour modèle, eh ben, il faut la connaître, cette nature. Et là, ça devient vraiment réjouissant et enthousiasmant, parce que étudier la nature, c'est une des plus belles choses qui soit. On va d'émerveillement en émerveillement. On peut y passer toute sa vie et avoir à peine effleuré le sujet et apprendre jusqu'à son lit de mort. Moi, je m'imagine tout gaga, peut-être en chaise roulante, et je dirais à mes enfants, hé, les enfants, amenez-moi l'atlas des plantes de Normandie, s'il vous plaît. Voilà, on apprend toute sa vie, et quoi de plus enthousiasmant qu'apprendre. Mais c'est une agriculture de la connaissance. Il faut être tout le temps dans l'observation, dans une quête de connaissance, pour voir comment fonctionne la nature, et essayer de s'en approcher d'une manière de plus en plus fine, de plus en plus élégante. Et plus on va arriver à une sorte de symbiose harmonieuse avec la nature, moins on interviendra et plus on atteindra une grande efficacité. Mais très honnêtement, je crois que sur ce plan-là, on en est encore en maternelle, toute petite section, parce qu'on est les héritiers d'une agriculture industrielle qui fait juste l'opposé. Elle n'arrête pas d'artificialiser la planète et on s'aperçoit avec quelques décennies de recul que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que quand on artificialise la planète, qu'on détruit les sols, qu'on détruit la biodiversité, au bout d'un moment, nos agrosystèmes deviennent caducs et s'effondrent. Et ils ont besoin de plus en plus d'énergie pour maintenir une production à peu près égale jusqu'au moment où la courbe va décliner et s'effondrer. Voilà. Alors que l'écoculture, et j'ai pu le noter dans notre ferme, à partir du moment où on cherche à aller dans le sens de la vie, mais ça va vite. Ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer parce que au lieu de s'opposer à la nature, on unit, je dirais, cette puissance fabuleuse du vivant et puis notre créativité, notre travail, notre intelligence d'être humain qu'on met au service du projet du vivant avec pour intention de nourrir les êtres humains tout en faisant du bien aux autres formes de vie. Et là, ça peut aller très vite. Et on peut vraiment arriver à une écoculture qui va atteindre plusieurs objectifs simultanément.
Et ça, les programmes de recherche qui sont conduits dans notre ferme ont vraiment pu le démontrer de manière scientifique et impartiale. C'est-à-dire qu'on peut être beaucoup plus productif, même éventuellement en se passant d'énergie fossile. Enfin, dans notre cas, pour le maraîchage, l'arboriculture, c'est facile de se passer de machines. Pour les céréales, c'est une autre paire de manches et j'ai pas la solution vraiment. Mais on s'aperçoit qu'on peut produire beaucoup plus sur moins d'espace, sans pétrole, que la fertilité des sols s'enrichit à une vitesse juste incroyable. Les Belges, des chercheurs belges de l'université de Gembloux ont montré que dans le sol de nos jardins, on avait jusqu'à plus 10% de carbone organique par an. Je ne sais pas si vous imaginez. Pour les agriculteurs, s'il y en a qui nous écoutent, on est jusqu'à 26 fois au-delà de l'objectif des 4 pour 1000 de l'INRAE. Plus 10% de carbone. C'est-à-dire que nos sols sont à peu près 10 fois plus productifs en légumes au mètre carré que des sols cultivés avec un tracteur, mais dans le même temps, leur fertilité explose et leur concentration en minéraux biodisponibles explose. Donc ça, c'est vachement réjouissant parce que ça veut dire que on n'est pas condamné à détruire pour produire et on peut restaurer les sols tout en stockant du carbone. Et la biodiversité explose aussi. Voilà. Donc, je dirais que l'écoculture, elle se révèle dès ses premiers pas très efficace pour nourrir les humains et en même temps, elle contribue à restaurer les grands équilibres de la planète. Alors, je vois que l'heure tourne. Je vais en venir maintenant au jardin et aux fermes. Il faut vraiment qu'on travaille la question de la résilience. Parce que nos systèmes agraires vont être de plus en plus malmenés par des chocs climatiques et peut-être des chocs énergétiques. Parce que forcément, demain, il n'y aura plus d'énergie fossile. Et il vaudrait mieux qu'on en ait plus rapidement parce que sans ça, on n'arrivera jamais à stabiliser le climat mondial. Il y a de moins en moins d'eau douce, il y a de moins en moins de terres arables. On est de plus en plus nombreux sur cette planète, donc de plus en plus de bouches à nourrir, avec moins de terre, moins d'eau, moins d'énergie. Comment faire? Eh bien, il faut penser dès maintenant une écoculture résiliente. Et je pense que l'une des pistes majeures, c'est faire évoluer, OK, les fermes professionnelles. Il faut évidemment qu'elles évoluent pour s'adapter aux changements rapides et majeurs de notre société et de notre planète. Mais aussi, il faut créer une multitude de jardins privés ou communautaires, familiaux, associatifs, de quartier, mais de petits jardins qui ne soient pas vraiment dans la sphère de l'agriculture professionnelle, mais qui soient comme des petites bouées de sauvetage, des petites oasis pour nourrir les communautés locales, nourrir les gens là où ils sont. Et l'histoire passée nous montre qu'en cas de conflit, en cas d'effondrement, en cas de guerre, les gens reviennent toujours au potager. Et c'est la multiplicité des petits potagers familiaux qui permet de nourrir les gens, les familles, les communautés. Donc, lisez Rustica et créez votre potager et faites-le évoluer dans le sens de plus de résilience et de plus de durabilité. Et pour moi, les grands axes de la résilience, que ce soit dans un jardin ou dans une ferme, c'est évidemment prendre la nature pour modèle, on en a parlé longuement, c'est la complexité. Parce que la nature va toujours vers plus de complexité. C'est une grande conscience dans l'univers. Depuis le Big Bang, la matière s'est organisée vers plus de complexité. Et depuis que la vie est apparue sur la Terre, elle s'organise toujours vers plus de complexité. Et il ne faut pas avoir peur de faire des jardins, même tout petits, qui soient complexes, qui comprennent beaucoup d'éléments différents, et de faire interagir ces éléments pour que le tout soit plus que la somme des parties. Et complexe ne veut pas dire compliqué, parce que du coup, quand vous arrivez à avoir un milieu riche de beaucoup de niches écologiques, eh bien, cette complexité va permettre aux services écosystémiques, qui sont ces fameux services gratuits que nous rend la nature et sans lesquels on n'arriverait pas à survivre, ils vont pouvoir s'exprimer dans un tel milieu. Vous allez avoir beaucoup plus d'auxiliaires utiles, vous allez avoir beaucoup de vers de terre, vous allez avoir beaucoup de biomasse, de végétation pour faire votre compost, etc. Donc, allez joyeusement et résolument vers la complexité. Ensuite, un autre point important, donner une place essentielle aux arbres. Les arbres sont, je dirais, la colonne vertébrale de votre jardin ou de votre ferme. Ils rendent des services écosystémiques majeurs, ils régulent le climat, ils vous fournissent de la biomasse, ils abritent les auxiliaires, ils donnent à manger, ils donnent des matériaux pour l'artisanat,
de l'énergie, etc. Donc, priorité aux arbres. Un autre point, pensez à sécuriser vos approvisionnements dans tous les secteurs importants. C'est l'une des clés de la résilience. Vos approvisionnements en eau. Il faut absolument que vous ayez de l'eau parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et il ne faut pas que vous ne dépendiez que d'une source d'eau ou du robinet de l'eau de la ville, vous voyez. Il faut savoir qu'en cas de crise énergétique majeure, un château d'eau, ça se vide en quelques heures et après, vous n'avez plus d'eau au robinet ou dans vos toilettes ou dans votre cuisine, il n'y aura plus d'eau. Donc, récupérez l'eau de toutes les manières possibles. Stockez-la dans les sols, dans des bassins, dans un puits, dans des citernes, etc. Mais essayez de sécuriser vos approvisionnements en eau. Visez l'autofertilité, c'est-à-dire sécuriser vos approvisionnements en matière organique pour faire votre compost. Et là, je dirais qu'un jardin ou une ferme conduit selon les principes de l'écoculture, bah, c'est magnifique parce que on a une biomasse de plus en plus riche qui pousse partout. Donc la taille des arbres, des plantes vivaces, les restes de culture, les tontes de l'herbe, ce qui peut être tiré des mares, qui sont toujours des milieux très productifs, va vous permettre de fertiliser votre zone 1, comme on dit en permaculture, la zone la plus productive de votre jardin, qui va être généralement le potager. Sécurisez-vous en énergie. Nous, ici, à la ferme, on a entamé depuis des années une grosse transition, notamment vers le bois, parce que pour nous, c'est une énergie naturelle à la campagne. Ça ne sera pas le cas pour tout le monde partout. Mais planter des arbres aussi qui vont vous donner du bois. Je pense au jardin de bois. J'en profite pour vous annoncer un livre que j'ai écrit qui paraîtra en février chez Ulmer, qui s'appelle Faire son bois de chauffage sans pétrole, et qui décrit ces jardins de bois qui sont très productifs. Ce petit bouquin fait partie d'une collection qui s'appelle Résilience. C'est des petits guides pratiques pour aider les gens à justement vivre leur transition et sécuriser leur avenir. Et pensez aussi à sécuriser votre outillage, vos équipements. Et donc là, ça nous invite à aller vers le low-tech. Plus c'est manuel, plus c'est simple, plus vous pourrez réparer vos outils, les entretenir, les affûter. Alors après, si vous êtes intéressé par l'artisanat, ne vous privez pas d'avoir des outils de travail du bois, de travail du métal, peut-être une petite forge, etc. Mais je dirais qu'on peut se passer de machine à laver, de smartphone, etc. On peut se passer de lecteur de DVD, même de voiture, même de GPS. Mais on ne peut pas se passer de manger ni de boire. Donc, si vous avez un petit jardin vraiment bien conçu, vous pouvez espérer vous en nourrir en période difficile, mais surtout, pensez qu'on ne peut pas être résilient tout seul. C'est absolument impossible. On est résilient ensemble. Donc, il faut créer une culture, une communauté basée sur la solidarité, sur l'entraide, sur l'empathie, sur la bienveillance autour de votre jardin. Donc, vous voyez, c'est l'anti-survivalisme où on se bunkérise avec des armes. Au contraire, là, je dirais pour moi, l'écoculture, c'est une invitation à chercher des solutions ensemble et à les partager le plus largement possible, de manière à ce qu'on s'en sorte tous ou pas du tout, mais tant qu'à faire, et si on nous en sortir tous. Voilà. Je vais peut-être, Alain, vous rendre la parole. Je pense avoir été pour une fois pas trop mauvais au niveau du timing, non? Merci Charles, oui, super, super. Et les questions sont arrivées, et là, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, je vais pas traîner plus. La première petite question concernait votre ferme. Y a-t-il encore des cours et des formations qui sont proposés? Je dirais que non. Hélas, non. Sauf très exceptionnellement. A priori, en 2022, il n'y en aura pas. Parce que, un peu pour de l'épuisement, je vous avoue, et aussi parce que on a cherché à tout raconter ce qu'on était en capacité de partager, d'en vivre avec la terre. Vous apercevez la couverture du livre, là, publié chez Actes Sud. Et puis, je passe beaucoup de temps à travailler pour cette collection de petits guides qui s'appelle Résilience. En fait, on a réalisé, chemin faisant, qu'on avait beau accueillir des milliers de personnes, il y en avait toujours d'autres milliers qu'on laissait à la porte, alors que par le biais des livres ou d'Internet, on pouvait toucher des gens dans beaucoup, beaucoup de pays
Et du coup, on s'est recentré sur les programmes de recherche, sur les bouquins, qui sont des documents de fond qu'on peut garder avec soi. Je pense que Alain, vous êtes persuadé de l'intérêt des livres. Oui, Et, et, tout à fait. euh, et puis sur l'essaimage, parce que Perrine accompagne quand même beaucoup de projets. Très bien. Justement, sur votre livre Permaculture, vous avez parlé d'un rêve de 3 à 5 millions de micro-fermes en France d'ici 2060. Et Antoine nous demande si, à votre avis, où est-ce que nous en sommes actuellement? Est-ce que on s'en approche ou est-ce qu'on en est encore très très loin? Ouais, alors j'ai pas cité de chiffres aussi précis. Excusez-moi, je voudrais pas avoir l'air de faire l'autopromotion. Le titre complet du livre, si ça peut vous intéresser, c'est Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes. Voilà, chez Actes Sud également. Euh, je pense qu'il faut effectivement tendre vers une floraison des micro-fermes. Je ne dis pas du tout que les grandes fermes doivent disparaître, mais en tout cas, elles doivent évoluer. Et c'est vrai que c'est plus facile, paradoxalement, de complexifier un petit système qu'un grand système, parce que ça nécessite davantage de soins. Ce qui me frappe beaucoup, c'est l'engouement en si peu d'années du monde agricole, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, pour ce concept de micro-ferme permaculturelle. Et je dirais qu'aujourd'hui, au stade où j'en suis dans mes petites réflexions et dans l'observation qu'on peut avoir de l'évolution de la société, et notamment du monde agricole, je suis assez heureux de constater cette déprofessionnalisation euh, partielle de l'agriculture. Alors, j'espère que je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que il faut des agriculteurs professionnels. Et il en faudra beaucoup plus à l'avenir quand on aura moins d'énergie fossile pas chère. Pour l'instant, on est moins de 3% de la population active à être agriculteur. Dans le monde de demain, si on veut tenir nos engagements envers le climat et les générations à venir, peut-être qu'il faudra 15 ou 20% d'agriculteurs. J'en suis profondément persuadé. Mais à côté de ça, on peut constater que des millions de personnes s'emparent de la question de qu'est-ce qu'on mange. Nos corps sont faits de notre nourriture et on sent que ça fait partie de notre souveraineté personnelle et même citoyenne de dire, excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'être grossier, mais de dire un peu merde aux multinationales, à Monsanto et compagnie, et de faire nous-mêmes des petits jardins bio très productifs, très naturels, et qui vont quelque part sauver la planète. Et alors là, j'ai évidemment pas de chiffres, mais on voit que c'est une tendance majeure. Et je vous invite vraiment à, si vous le pouvez, à aller dans cette direction-là. Et comme je le disais en introduction, à ne pas attendre 2030 ou 2040. Ça sera largement trop tard pour créer des systèmes résilients. Les arbres de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut les planter. Donc allons-y et transformons le monde, jardin après jardin, comme des petits points d'acupuncture. On va sauver la planète de la mort et de la désertification en prenant amoureusement soin des petits espaces qui nous entourent. Justement, une autre question concerne les villes et les communes. Ne pourraient-elles pas mieux utiliser leurs espaces verts pour planter des fruitiers et des plantes comestibles à disposition des habitants? C'est un peu commencé, il y a quelques exemples à Paris et dans d'autres villes en France et ailleurs, mais qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous Oui, justement? c'est une évidence, c'est une évidence. Et c'est une tendance d'ailleurs. On s'en aperçoit, on a des maires qui sont venus en formation ici, pas mal de responsables de collectivités territoriales, et puis on dialogue avec différents responsables de collectivités ou élus comme la ville de Paris, par exemple, qui s'engagent beaucoup avec les permis de végétaliser, etc. Ce sont des initiatives remarquables. Il faut qu'elles se multiplient. Je vous avoue que la question des villes m'interpelle beaucoup parce que je crois que près de 80% des Français, je ne suis pas sûr de mon chiffre, vivent en ville, en milieu urbain. Et à l'évidence, les villes sont extraordinairement peu résilientes. Les élus de Paris nous disaient qu'il y a 3 jours de stock de vivres intramuros, c'est-à-dire que s'il y a une crise énergétique majeure, par exemple parce qu'il y a un conflit au Moyen-Orient, il se peut qu'en quelques semaines, il n'y ait plus rien à bouffer dans les villes. Et je vous avoue que je suis très heureux de vivre à la campagne. Voilà. Alors les villes ont du bon, et je ne dis pas qu'il faut tous les quitter et aller faire les villes à la campagne, comme proposait
un philosophe bien connu, parce que sans ça, ça serait très destructeur pour la nature si tous les citadins partaient vivre à la campagne. Mais il faut qu'on trouve des solutions, et il n'y aura pas qu'une solution, ça va passer comme toujours par des faisceaux de solutions qui vont converger et se renforcer mutuellement. Mais à l'évidence, il faut un essor volontaire et massif de l'agriculture urbaine. Et les parcs urbains, déjà, il faut savoir qu'il y a des millions de jardins en ville, ou plutôt dans les espaces périurbains, de petits jardins familiaux, qui peuvent devenir extrêmement productifs. On a pu montrer le potentiel de productivité de tout petits jardins dans les travaux conduits ici, où je rappelle qu'on produisait plus de 50 euros de légumes du mètre carré, c'est quand même énorme. Et donc, il faut saisir toutes les opportunités. Et puis peut-être chasser un peu les villes, comme les voitures des villes, comme le fait Anne Hidalgo à Paris, et peut-être libérer des espaces occupés par les bagnoles pour recréer des espaces nourriciers. Je ne crois pas du tout aux grandes fermes verticales high-tech, parce que s'il n'y a plus d'énergie, elles ne vont pas fonctionner longtemps. Puis j'aime pas trop le high-tech, je vous l'avoue, mais ça c'est une question de sensibilité personnelle. Je crois plutôt à jardiner tous les espaces possibles, et nos villes seront tellement plus belles et tellement plus agréables à vivre. Une autre question, vous avez parlé du rôle des arbres, et, et Nadine se demande à quelle distance et quelle taille les arbres sont compatibles entre eux. Elle a eu des problèmes, elle a des frênes, elle a des pommiers, des poiriers, des pêchers, et en fait, saule et sureau, et certains ont pris le dessus et d'autres souffrent. Donc, y a-t-il des conseils à donner sur la culture des arbres pour les remettre dans nos jardins et dans nos espaces? Ah, bah oui, Nadine, bien sûr. Je trouve votre question est absolument pertinente. En même temps, je suis toujours gêné pour répondre à ce type de questions parce que ça dépend quelles essences d'arbres, ça dépend où vous êtes, ça dépend des porte-greffes si ce sont des fruitiers. Est-ce que ce sont des porte-greffes plutôt nanifiants ou très vigoureux, etc. Donc, je ne peux pas vous faire une réponse comme ça en 2 minutes, mais j'en reviens à ce que je vous suggérais, c'est que l'écoculture est une agriculture de la connaissance. Donc, le meilleur moyen, Nadine, c'est que vous vous plongiez dans la connaissance des arbres, et notamment de leurs besoins, de leur développement, etc., de manière à trouver par vous-même la réponse à ces questions selon les essences d'arbres que vous avez ou que vous souhaitez planter. Et puis, il y a beaucoup d'excellents livres sur ces questions, notamment chez Rustica, chez Ulmer. On trouve, moi, je me reporte beaucoup aux livres, hein. Et puis, rien ne remplace ce dialogue avec un bon paysagiste. Nous, on s'appuie énormément sur les pépinières L'Escuyer, en Seine-Maritime. Et maintenant, chaque fois qu'on plante des vergers, on en plante tous les ans. On a planté encore 1200 arbres cette année. Eh ben, ça se fait dans un dialogue avec un pépiniériste qui connaît bien notre ferme, de manière à choisir les espèces adaptées, des espaces adaptés, les meilleurs porte-greffes pour notre sol et notre climat, etc. Donc, comme souvent en matière de jardinage, il n'y a pas de réponse simpliste. On est dans le monde de la complexité, mais c'est une complexité joyeuse et passionnante. Il y a plusieurs questions sur le compost, le fumier, mais globalement, ça serait comment enrichir encore plus la terre en profondeur, disons, de façon plus durable. Y a-t-il vraiment des méthodes à appliquer dès maintenant, ou plusieurs méthodes certainement. Donc, je parlais du compost, du fumier, mais votre avis? Et oui, alors là, c'est une question totalement déterminante parce que la terre arable, c'est la fondation de notre société, comme de toutes les sociétés. Et toutes les civilisations de l'humanité se sont développées sur les terres les plus fertiles, et elles se sont toutes effondrées le jour où elles les ont désertifiées. Et on a déjà désertifié 30% des terres arables de la planète. Donc cette question de redonner vie au sol, de recréer du sol, elle est absolument centrale pour notre devenir. Et alors, je dirais que nous, notre approche, elle repose sur plusieurs techniques, encore une fois. On fait des composts, par exemple, etc. Mais notre principal levier, c'est la matière organique. C'est difficile d'aller jouer sur le sous-sol, sur le minéral,
il est un peu en dehors de la portée des humains. Et par contre, on peut jouer beaucoup sur l'organique, sur le vivant. La matière organique, c'est la matière vivante, n'est-ce pas, ou la matière en décomposition. Et on apporte beaucoup de matière organique en surface, sous forme de paillis, de mulch. On en a parlé dans notre chronique Rustica. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Ça peut être 15 à 20 cm par an d'épaisseur de paillis en plusieurs déposes. Et puis quand on crée nos buts de culture permanente, on amène aussi beaucoup de compost. Parce qu'on avait un sol très pauvre et très peu profond, 15 à 20 cm de sol. Et on voit qu'en quelques années, on peut vraiment créer du sol. Et l'un des points les plus intéressants des travaux menés au Bec et Loing, même si c'est un peu passé peut-être inaperçu, c'est qu'on n'a quasiment jamais acheté d'engrais minéraux. Et on dit, même en bio, hein, en agriculture bio, on dit les plantes ont besoin d'organique et de minéral. Donc il faut apporter les deux. Et en fait, nous, comme on s'appuie sur la dynamique du vivant, on apporte l'organique, on cultive des plantes très serrées, on enchaîne beaucoup les rotations, on a un sol de plus en plus vivant et de plus en plus habité par les racines. Et je peux vous dire qu'on a toutes les analyses de sol depuis 18 ans. Et au début, on avait très très peu de minéraux biodisponibles. Notre sol était un peu bloqué. Et ces analyses faites par l'université de Jean Blou vers 2017 et 2018 ont montré que notre sol était maintenant blindé de minéraux biodisponibles, alors même qu'on n'achète pas de minéraux. Parce qu'acheter des minéraux, ça veut dire encore faire appel à des industries fossiles, vous voyez, des carrières, une extraction, des transports, de l'emballage, la transformation, la distribution, même pour des engrais bio. Il y a des mines de phosphate au Maroc. Quand vous achetez un engrais bio, ça vient du Maroc, mes amis. Donc, vous voyez l'empreinte carbone. Et par quelle magie est-ce qu'un sol pauvre en minéraux va devenir riche en minéraux si on n'apporte que de la matière organique? Eh bien, c'est la magie du vivant, encore une fois. Ça s'explique très simplement par le fait qu'il y ait énormément de racines et que les racines vont aller jusqu'à la roche-mère et elles vont libérer les minéraux de la roche-mère, contribuer à les libérer. Et puis toute cette vie du sol aussi contribue à la libération des minéraux de la roche-mère. Et puis bien évidemment, dans les paillis qu'on apporte généreusement, il y a aussi une fraction minérale. Et donc, on peut avoir une grande efficacité, j'ai même une efficacité très impressionnante sur le sol en utilisant juste la biomasse locale, qui est généralement gratuite et qui ne demande guère que votre travail et puis peut-être un coupe-coupe, une serpe, un hacheur pour la récolter, la broyer grossièrement et la déposer sur votre sol. Donc vous voyez, une grande économie de moyens, pas une goutte de pétrole, et on peut avoir un effet de levier très rapide et très puissant sur le sol. Et il faut savoir que plus votre sol est riche en humus, plus il retient l'eau. Et il y a eu même une étude de la NASA faite par satellite qui montrait que les régions où le sol était le plus riche en matière organique, eh ben c'était là où il pleuvait le plus. Parce qu'il y a des échanges entre le sous-sol, l'atmosphère, les nuages, etc. Plus le sol est riche, plus il y a de végétation. Plus il y a de végétation, plus il y a d'évapotranspiration. C'est-à-dire que plus l'eau qui tombe est stockée est redonnée à l'atmosphère et elle retombe. Et on peut nourrir aussi plus d'animaux, et donc plus de plantes, plus d'animaux, égale encore plus de matière organique, égale encore plus de sol, égale encore plus d'eau. Et c'est comme ça qu'on arrive à rentrer dans une spirale vertueuse de restauration de la Terre. Merci Charles, je vois qu'on arrive... il y a énormément de questions auxquelles nous n'aurons pas le temps de répondre, ce qui est très dommage, mais voilà, le temps passe, nous avions 1 heure, et donc il faut malheureusement arriver au terme de cette première rencontre. Un immense merci Charles pour ce partage et ce moment d'échange. Merci à vous tous qui nous avez suivis pendant ce premier webinaire. Avant de nous quitter et puis de laisser le dernier mot à notre conférencier de ce soir, je tiens à vous rappeler notre prochain rendez-vous qui aura lieu le jeudi 2 décembre à 18h30. Et cette deuxième rencontre sera avec Baptiste Saunier, jardinier maraîcher en chef des jardins potagers de Chambord, et ses équipes
qui seront avec lui pour parler de la construction et des méthodes permacoles des jardins potagers de Chambord. Voilà, moi je vous dis une bonne soirée, à très bientôt. Suivez-nous, lisez les livres de Charles et en particulier son livre que vous apercevez derrière lui. Et Charles, je vous laisse la parole et la conclusion de cette soirée en vous remerciant encore une fois. Merci infiniment. Là, j'en profite pour faire un petit clin d'œil au jardinier de Chambord. Il y a une photo de ce projet d'en vivre avec la terre. Merci à vous toutes, à vous tous d'avoir eu la patience de m'écouter. Prenez le chemin du jardin, prenez le chemin du vivant, prenez soin du vivant. Il prendra bien soin de vous en retour et vous serez très heureux. C'est tout le bien que je vous souhaite. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci.